Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Denis Echeouch. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé pour tous, votre magazine médical qui se consacre aujourd'hui à une maladie de la grossesse fréquente et parfois gravissime, la pré-éclampsie, appelée aussi toxémie gravidique. Si la plupart des patientes accouchent d'un bébé en bonne santé et se rétablissent rapidement, non traitée, cette pathologie entraîne de nombreuses complications qui peuvent conduire au décès de la mère et ou de l'enfant. Nos invités ici présents vont nous permettre de mieux comprendre comment et pourquoi survient cette maladie, de manière à la détecter et à la traiter le plus précocement possible. J'ai donc le plaisir d'accueillir le professeur Dalenda Chali, qui est professeur en gynécologie obstétrique, chef du service D au centre de maternité Wassila Bourguiba de Tunis, chef du laboratoire de recherche sur les troubles du développement embryo-fœtal et placentaire au centre de maternité de Tunis. Le professeur Samia Qassem, qui est chef du service de néonatologie au centre de maternité Wassila Bourguiba de Tunis, et le professeur Hayen Magharbi, qui est chef du service de réanimation et membre du laboratoire de recherche sur les troubles du développement embryo-fœtal et placentaire, toujours au centre de maternité Wassila Bourguiba de Tunis. L'actu santé. Professeur Dalenda Chali, j'ai eu le plaisir et l'avantage de vous recevoir au cours du mois de novembre pour traiter dans le cadre de notre magazine médical et à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, de diabète et femmes enceintes. Une fois l'émission finie, on a poursuivi comme ça la discussion et vous m'avez parlé des différents types de grossesse à risque et je vous sentais à la fois triste et révoltée de voir arriver dans votre service des femmes enceintes à un stade avancé de leur grossesse, présentant des complications importantes pour la maman et pour le bébé, qui aurait pu être évité si la patiente était venue vous consulter dès le début en fait. Nous avions parlé des grossesses à haut risque et nous avions évoqué, entre autres, j'avais évoqué la pré-éclampsie qui aujourd'hui devient une maladie globalement évitable grâce au nouveau dépistage qui existe. Quand on parle de grossesse pathologique, de quoi s'agit-il au juste ? La grossesse, bien sûr, on l'a toujours dit, on le dit tous les jours, ce n'est pas une maladie, Tout à fait. Mais en étant enceinte, nous sommes un peu plus exposés à avoir des risques. Et donc, les grossesses à haut risque sont des grossesses qui se compliquent potentiellement de problèmes qui vont concerner soit la maman, soit le fœtus, soit le nouveau-né en fait. Par exemple, la dernière fois, vous aviez parlé du diabète mal contrôlé qui augmenterait le risque de fausse couche. Tout à fait. Donc, on avait parlé du diabète avec ses risques sur le fœtus, sur la mère et sur justement d'autres associations. Souvent, on a en plus du diabète des problèmes d'hypertension artérielle pendant la grossesse et donc on augmente les risques de cette grossesse. Professeur Chali, vous êtes chef du laboratoire de recherche au centre de maternité de Tunis sur les troubles du développement embryo-fœtal et placentaire, dont le professeur Magharbi est également membre d'ailleurs. C'est dire combien le sujet vous tient à cœur ? Oui, tout à fait. D'abord, je me félicite, ainsi que toute l'équipe du centre de maternité, d'avoir pu mettre en place ce laboratoire de recherche avec le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça nous permet de faire une étude qui est aujourd'hui la seule en la matière en Afrique en tout cas. Nous sommes en train d'étudier certains biomarqueurs pour faciliter, pour vulgariser. Ce sont des tests biologiques qui permettent de dépister les patientes à risque de se compliquer en matière de pré-éclampsie ou une fois que la maladie est déjà annoncée, ça nous permet de pouvoir éviter les complications aussi bien maternelles que fœtales. Donc c'est très très intéressant et très bientôt nous allons avoir les résultats et publier cette étude tunisienne unique en son genre. On l'a bien compris, un projet de recherche et les professeurs Qassem et Magharbi sont partie prenante dans ce projet de recherche. Personnellement, vous, professeur Hayen Magharbi, pourquoi cet intérêt particulier ? J'attache beaucoup d'intérêt donc à cette pathologie et au développement embryo-fœtal. Oui. C'est un point commun entre nos différentes spécialités, entre la gynécologie obstétrique, la néonatologie et l'anesthésie-réanimation, puisque ça me permet d'intervenir sur un certain nombre de pathologies donc liées à la grossesse, en particulier la pré-éclampsie, qui est un exemple type de prise en charge multidisciplinaire, donc qui nous implique tous, et où le pronostic vital maternel peut être engagé, ainsi que fœtal et néonatal. Et là, le rôle donc majeur de l'anesthésiste-réanimateur qui vient en aide donc à ses collègues pour prendre en charge les patients, pour leur faire passer ce cap aigu qui peut être potentiellement mortel. Et donc en travaillant donc dans une symbiose et
Et la main dans la main, on arrive donc à surmonter ces obstacles et à sauver donc ces patientes fragiles. Donc vos deux consoeurs ici présentes vont vous appeler à l'aide, que ce soit la gynécologue ou bien la néonato. Par exemple, professeur Kras, quand il y a une prééclampsie, qu'est-ce qu'il va y avoir? Quels sont rapidement, parce qu'on va y revenir, les risques sur l'enfant à naître? Vous remarquez quoi? Le professeur Shelley vous prévient et lorsque le bébé arrive ou va arriver, vous êtes là pour le réceptionner. Il y a peut-être un retard de croissance, une prématurité qui s'annonce, qu'on va provoquer. D'ailleurs, on va le voir. Tout à fait, il y a une discussion déjà qui s'installe en anténatal, c'est-à-dire discuter du moment opportun pour faire l'extraction de ce bébé qui peut être vraiment très très fragile parce qu'on est confronté soit à une prématurité extrême, soit aussi à un retard de croissance. C'est un bébé qui a du mal à se développer convenablement dans le ventre de sa maman et les deux même peuvent coexister. Donc pour nous, la priorité c'est de sauver la maman et ça va de soi, mais on essaye également d'avoir le maximum de chances possibles pour le bébé sans courir de risque pour la maman. Et c'est pour ça, et je le répète, comme l'a dit professeur Marbi, c'est une collaboration étroite entre les différents intervenants. Il y a la maman, il y a l'équipe obstétricale, l'équipe d'anesthésie réa et également l'équipe néonatale et pour assurer le maximum de sécurité, aussi bien pour la mère, pour le couple, mère et enfant. On dit que c'est une cause fréquente de mortalité maternelle, fœtale ou néonatale, surtout dans les pays en voie de développement, c'est vrai? Tout à fait. Tout à l'heure, Dr. Shelley va vous parler des différentes complications et expliquer pour quelles raisons ces femmes-là sont à risque de mourir et d'avoir une grande morbidité. Quand on est amené à accoucher ces dames-là, parce que ça peut représenter la seule solution pour elles, on est amené à extraire des bébés qui sont très fragiles, qui sont très prématurés, qui ont un retard de croissance, ce qui va multiplier les probabilités pour le décès et pour une morbidité importante également. Donc les chiffres, ils sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Et malheureusement, en néonato, vous en avez beaucoup des cas comme ça, malheureusement. Tout à fait. Et vous ne pouvez pas faire des miracles tous les jours, même si vous avez une excellente équipe avec vous, un excellent chef de service de réanimation. À l'impossible, nul n'est tenu, malheureusement. La Tunisie, vous le disiez tout à l'heure, professeur Shelley, est le seul pays d'Afrique faisant de la recherche sur ce sujet, qui dispose d'un test de dépistage. Et en préparant cette émission, vous m'avez parlé, enthousiaste, de révolution scientifique qui pourrait réduire de 80% des complications materno-fétales précoces et sévères. Aujourd'hui, effectivement, il y a une recommandation qui vient de sortir de la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens en 2019, donc il y a quelques mois, qui recommande l'utilisation d'un test de dépistage à l'échelle internationale, dont toutes les femmes enceintes devraient pouvoir bénéficier. C'est un test sanguin facile qui se fait dès le 3e mois de grossesse. En général, on le fait au même moment que le dépistage de la trisomie 21. Et en fait, ce test sanguin va avoir comme réponse, est-ce que la patiente est à risque, la femme enceinte, en fait, ce n'est même pas encore une patiente, est-ce que cette femme qui est enceinte, qui n'a souvent aucun antécédent, il faut savoir que 50% des femmes qui présentent une prééclampsie n'ont aucun facteur de risque, et ça c'est très important, est-ce que cette femme risque de développer au 2e ou au 3e trimestre une prééclampsie? Donc si le test est positif, on la met sous traitement, et la mise sous traitement prévient jusqu'à 80% des accouchements précoces et prématurés et des complications sévères qui surviennent précocement, donc avant le 8e mois. Donc c'est énorme, c'est vraiment une révolution scientifique. Chaque année dans le monde, de nombreuses femmes sont touchées par la prééclampsie ou toxémie gravidique, des complications graves qui peuvent survenir et entraîner le décès de la mère ou du fœtus. Alors parlons-en tout de suite. Qu'est-ce que la prééclampsie, professeur Dalanda Shelley? Donc la définition classique de la prééclampsie, c'est la survenue d'une hypertension artérielle de chiffre tensionnel élevé, donc à partir de la 20e semaine d'aménorrhée, pas avant. Et la tension artérielle, normalement chez une femme enceinte, devrait être strictement inférieure à 14 pour la systolique et 9 pour la diastolique. Donc si on est supérieur ou égal à 14 pour la systolique et ou 9 pour la diastolique, on rentre dans le cadre des hypertensions artérielles gravidiques. Et donc la prééclampsie, c'est la survenue de novo, c'est-à-dire que cette femme n'avait aucun problème de tension et d'un jour à l'autre, on se retrouve avec une tension élevée. C'est-à-dire que la tension artérielle normale pour une femme enceinte, elle est de combien? Je crois que c'était aux alentours de 12,7, quelque chose comme ça, non? En fait, ça dépend des patientes. Le plus important, c'est qu'elles ne dépassent pas les 14 au maximum. À partir de 14 de tension, on est dans le pathologique. Et de 9 de diastolique, on est dans le pathologique. Donc après, il y a des femmes qui ont des hypotensions, mais ça, on n'y peut rien. C'est pas grave. Le plus grave, c'est quand c'est élevé.
Pour en revenir à la définition de la prééclampsie, en dehors de la tension artérielle en elle-même, classiquement, l'existence d'une protéinurie est associée. C'est vrai que les définitions ont changé, donc dans certaines définitions, on ne retient plus la protéinurie, mais classiquement, il faut vérifier au LabStix, au moins qualitativement, l'existence ou pas d'une protéinurie. Alors je vous arrête, qu'est-ce que la protéinurie et pourquoi doit-on la surveiller en particulier chez une femme enceinte ? En fait, la protéinurie, ou plus particulièrement l'albuminurie, donc c'est la fuite d'albumine dans les urines. Et normalement, on ne devrait pas trouver d'albumine chez la femme enceinte, de manière courante, quoi. Voilà, chez personne. C'est des problèmes de rein, ça, non ? Oui, c'est un problème de rein. C'est le filtre en fait rénal, donc qui est altéré et qui laisse fuir des quantités importantes d'albumine. Parce qu'on peut retrouver quelques traces d'albumine, mais quand ça dépasse un certain seuil de 300 mg par 24 heures, eh bien, on est dans le pathologique et c'est souvent associé donc à la prééclampsie, à la définition classique de la prééclampsie. Donc c'est HTA et classiquement albuminurie, quoi. Est-ce qu'on a quelques chiffres dans le monde ou en Tunisie, une idée de la prévalence ? Alors, il n'y a pas eu d'études réellement épidémiologiques, mais normalement, à l'issue de notre publication, nous allons avoir des chiffres réels, en tout cas au niveau du centre de maternité, qui est le centre de référence. Classiquement, la prévalence, elle est entre 5 et 10% de femmes enceintes. Et je redis, ce qui est important à savoir, c'est que si on ne tient compte que des antécédents, par exemple, du surpoids, des antécédents personnels, on ne dépistera que 40 à 60% des femmes à risque. Aujourd'hui, il faut savoir que toutes les femmes sont à risque et 50% de celles qui vont développer une prééclampsie sont des primigestes, c'est leur première grossesse. Je pourrais rajouter que les patientes peuvent donc décéder de cette pathologie et ça représente la deuxième cause de mortalité maternelle en Tunisie. C'est pas le cas peut-être dans les pays surmédicalisés ou hypermédicalisés, mais dans notre pays, après qu'on ait réalisé 2 enquêtes nationale sur la mortalité maternelle, la première en 1994, la seconde en 2008, il est apparu que la prééclampsie donc reste la deuxième cause de mortalité et représente à peu près entre 11 et 15% des causes de décès. Sur une centaine de patientes qui décèdent chaque année, on a une quinzaine qui décèdent par prééclampsie. Est-ce qu'on connaît les causes de cette prééclampsie ? À quoi est-ce que c'est dû ? Alors justement, les cours classiques de médecine, jusque-là, on dit que la physiopathologie est mal élucidée. Et c'est justement les avancées là, depuis les 10 dernières années. On a beaucoup plus d'informations, justement grâce aux biomarqueurs. Donc aujourd'hui, il est prouvé que la placentation, l'existence d'un placenta en elle-même, va sécréter des marqueurs biologiques. Et en fait, pour qu'il y ait une croissance normale du fœtus et une situation normale chez la femme, il y a des facteurs pro-angiogéniques qui sont favorables à la croissance vasculaire et des facteurs anti-angiogéniques qui sont existants naturellement. Et c'est l'équilibre entre ces deux facteurs qui va faire que la grossesse va se passer normalement. Qu'est-ce que vous appelez les facteurs angiogéniques ? Ce sont les facteurs de croissance. Donc ça développe les cellules. Les facteurs anti-angiogéniques évitent que cette croissance soit trop importante. Par exemple, dans les cancers, il y a des facteurs angiogéniques qui prennent le dessus. C'est pour ça que ça croît. Et avec les facteurs anti-angiogéniques, ça permet de contrôler cette croissance. On a un nouvel être humain qui est en train de se développer avec son placenta, donc il faut qu'il y ait un équilibre. Ce qui a été découvert récemment, mais je vous parle vraiment d'études très récentes, durant les 2-3 dernières années, c'est que en matière de prééclampsie, ce placenta-là va sécréter des biomarqueurs qui sont en déséquilibre. Le déséquilibre est en faveur des facteurs anti-angiogéniques. Donc, il va y avoir ce déséquilibre qui sera dépistable très tôt au premier trimestre, dès que le placenta est là. C'est pour ça qu'on sait que ces femmes-là vont développer une complication. Voilà, d'où l'importance du test de dépistage. Exactement. On va y revenir. Donc, on peut dire qu'une partie du mystère est élucidée là. Il existe des facteurs pouvant favoriser la survenue d'une prééclampsie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc, les facteurs cliniques classiques, on revient au surpoids, on revient aux antécédents personnels, mais ce n'est pas très très fréquent. Par exemple, si une femme se connaît porteuse d'un syndrome des anticorps antiphospholipides, d'une maladie de système, d'une thrombophilie, bien sûr, elle est à risque. Si on est en face d'une femme qui est diabétique, insulinodépendante depuis plusieurs années, donc elle est déjà sujette à une macrangiopathie, elle est plus à risque. Mais comme je vous l'ai dit, si on ne tient compte que des facteurs cliniques, eh ben, on ne dépisterait que à peu près 40% des patientes qui vont développer. Mais il y a d'autres facteurs, j'ai entendu dire, comme une grossesse multiple ou bien le fait
fait que ce soit une première grossesse, vous l'avez dit tout à l'heure. Justement, on savait pas exactement ce qui se passait. D'accord. On se disait comment ça se fait que une primigeste allait développer des complications. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est placenta dépendant. Ça dépend du placenta, mais ça ne survient pas que chez les primipares. Il faut savoir qu'une même femme peut être enceinte pour sa première grossesse et ne pas avoir de problème, et que ce problème va survenir la deuxième ou la troisième grossesse, parce que c'est placenta dépendant. Ça dépend de ce placenta et de l'équilibre ou du déséquilibre des facteurs angiogéniques et pro-angiogéniques. Il y a d'autres choses aussi, j'ai entendu dire par exemple lorsque c'est pas le même père entre les enfants. On C'est vrai sait cette histoire? qu'on est un peu plus exposé parce qu'il y a probablement des antigènes qui sont modifiés, il y a une réaction, voilà, des immunités. Des antécédents familiaux? Les antécédents familiaux seuls, non, ne constituent pas des facteurs de risque, mais bien sûr, dans la prééclampsie, on est dans un cadre particulier. C'est vraiment une des hypertensions artérielles de la grossesse, parce qu'il y a plusieurs types d'hypertension artérielle, mais on est dans ce facteur particulier lié à cette grossesse et à ce placenta. Ça n'empêche qu'on puisse avoir une HTA chronique, une hypertension artérielle chronique préalable à la grossesse, qui peut ou pas se compliquer pendant la grossesse. C'est pas la même pathologie. On parle pas de terrain génétique, alors il n'y aurait pas une susceptibilité génétique à la maladie, professeur Marlby? Je pense que les femmes enceintes qui sont issues elles-mêmes d'une grossesse avec prééclampsie ont plus de risques de développer la prééclampsie. Ça, c'est des études épidémiologiques qui le montrent. Là, juste pour ajouter un mot, dans le cadre de la recherche que nous sommes en train de mener et qui est menée ailleurs, justement, c'est un facteur qui est en train d'être étudié parce que les résultats que nous avons trouvés dans cette population tunisienne sont différents de ceux qui ont été rapportés dans les publications internationales. D'accord, on Donc, a toujours cette particularité tunisienne, nous autres. Heureusement. Tout à fait. Et ça fait avancer la recherche. Tout à fait. Alors, quels vont être les signes d'alerte? Comment reconnaître les symptômes, professeur Marlby? Le mode symptôme, en fait, qui est rapporté par la patiente, généralement, c'est les céphalées parce que la pression artérielle qui va monter, ça fait mal à la tête et les patients se consultent souvent aux urgences pour un mal de tête. Mais sinon, on peut dépister les symptômes ou l'hypertension du moins lors de la consultation prénatale, donc régulière, et qu'on découvre de manière fortuite, donc lors d'un contrôle régulier, on mesure la tension artérielle, on découvre un chiffre tensionnel élevé sans qu'il y ait nécessairement un symptôme donc clinique qui apparaît. Il y a d'autres symptômes, professeur Shelley, par exemple, je ne sais pas, des douleurs abdominales, j'ai entendu parler de troubles de la vision. Oui, alors quand il y a un pic tensionnel, en général, c'est au moment du pic, il y a les céphalées, donc les maux de tête, mais vraiment si le pic est important, on peut avoir un flou visuel, on peut avoir une sensation de bourdonnement d'oreille, on peut avoir des épigastralgies, des sensations de maux de ventre, mais quand vraiment on est dans ce cadre-là, on est dans ce qu'on appelle une prééclampsie sévère, ce sont des signes de sévérité, et malheureusement qui sont prémonitoires, et on peut avoir une complication qui va s'appeler l'éclampsie, c'est-à-dire que la personne va convulser par souffrance du cerveau. Alors il y a des signes qui peuvent aussi accompagner une grossesse normale, mais il faut quand même y faire attention, c'est les fameux gonflements, les œdèmes. Oui, alors je te remercie de parler de ça. Justement, les gonflements ne sont pas nécessairement normaux. Donc si une femme enceinte voit qu'elle est en train de gonfler entre guillemets, de prendre du poids, d'avoir des œdèmes... On peut plus enfiler ses chaussures, on peut plus enfiler ses bagues. De ne plus mettre ses bagues, qu'elle se réveille le matin, elle va avoir un visage un peu lunaire avec des œdèmes des paupières, et ben il faut prendre sa tension parce que ça peut être un signe indirect parce que tant qu'on a une protéinurie, on va avoir une déperdition en albumine et donc ça va s'associer à des œdèmes. Et ces œdèmes-là vont être pathologiques et donc il va falloir aller surveiller sa tension. Parfois ça peut être un signe de découverte d'une hypertension, d'une prééclampsie. Et comment va se faire le diagnostic finalement? Donc c'est un diagnostic clinique. La femme va venir, on va prendre sa tension artérielle après un repos de 15 minutes au moins au niveau des deux bras. Et si la tension, comme je l'ai dit, mais je le redis, est supérieure ou égale à 14 pour la systolique et à 9 pour la diastolique, il faut prendre les deux parce que souvent les gens ne regardent que la systolique. C'est vrai. Et ben on est dans le pathologique. Après on va faire la protéinurie et si on a au moins une croix de protéinurie, je parle du qualitatif, on va considérer qu'on est quand même devant un diagnostic. Et bien sûr, parfois, on nous ramène une protéinurie, on peut demander une protéinurie quantitative. Et si on est supérieur à 300 mg à 24 heures, on est aussi dans un diagnostic de pathologique. Donc, tout ça, ça va être un ensemble d'éléments. Donc, l'idéal, c'est que les femmes, dès qu'elles voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'elles fassent des petits accès de maux de tête, alors qu'avant, elles n'avaient pas du tout ça, qu'elles sentent qu'elles sont en train de gonfler, ou qu'il y a un problème d'œdème, il faut aller consulter tôt. Parce que si on va attendre les signes de gravité, qui sont vraiment ces pics dont on a parlé tout à l'heure, ce flou visuel et tout ça, on va s'attendre à avoir un pic tensionnel. Et malheureusement, une fois qu'on est devant ce cas-là, le seul traitement sera l'évacuation de la grossesse et une réanimation maternelle en parallèle.
Mais dès la suspicion clinique ou le début d'apparition des symptômes, vous pouvez confirmer le diagnostic, professeur Marbi, grâce à ces fameux tests que vous avez aujourd'hui. Et vous les avez au centre de maternité de Tunis. En fait, les tests de dépistage, les tests des biomarqueurs, Oui. c'est vrai qu'on les fait dans le cadre de l'étude. Bon, c'est pas encore vulgarisé, mais j'espère que ça va être validé donc, par les résultats et qu'on pourra donc entamer l'utilisation de ces tests qui nous permettront de prendre les bonnes décisions au bon moment, donc pour voir si on interrompt tout de suite la grossesse ou si on peut gagner quelques jours, etc. Voilà, c'est tout l'intérêt du diagnostic précoce en fait. Absolument, la précocité et l'anticipation, c'est les maîtres mots dans la prise en charge de ce type de pathologie. Juste pour rejoindre Dr Marl, en fait, jusqu'à aujourd'hui dans le monde, la définition reste clinique, c'est-à-dire on se base sur la tension artérielle et l'albuminurie, mais d'ici la fin de l'année déjà, la définition va changer, en tout cas au niveau par exemple de l'Allemagne, où ils vont inclure dans la définition la clinique et les résultats des biomarqueurs. Et très bientôt, ça va être généralisé. Alors, on a parlé des risques depuis tout à l'heure, qu'une prééclampsie augmente les risques de complications graves liées à la maladie. J'aimerais m'adresser à vous, professeur Semia Qassem, vous êtes chef du service de néonatologie au centre de maternité, donc Wassila Bourguiba de Tunis. Il y a des risques pour la maman et il y a des risques pour le bébé. Quels sont ces risques ? Exactement, je vais vous parler des risques que court le fœtus dans le ventre de sa maman. Ça passe de la mortalité qui est augmentée lorsqu'il y a une prééclampsie chez la mère, donc on peut faire même une mort fœtale in utero. Ça peut aller vers un retard de croissance, et le retard de croissance est statistiquement lié à une grande morbidité et une grande mortalité également. Et on peut assister également à ce qu'on appelle une prématurité induite. On dit induit lorsque, pour une raison maternelle et ou fœtale, on arrête cette grossesse-là, on provoque l'accouchement. Et c'est-à-dire la dame, elle n'est pas entrée spontanément au travail. Et donc on est amené à faire ce geste-là, puisque ça peut être le seul geste salvateur, aussi bien pour la mère que pour son bébé. Il y a autre chose qu'on avait remarqué aussi et qui augmente chez le futur nouveau-né de cette maman prééclamptique, c'est le risque de CIVD. CIVD, c'est-à-dire c'est des enfants qui peuvent développer très facilement une hémorragie, n'importe où, au niveau cérébral, au niveau pulmonaire. Ils peuvent développer aussi des thromboses et c'est lié aussi à la sénescence et aux problèmes de thrombose qui existent pour la prééclampsie, même au niveau du placenta qui nourrit ces enfants-là. Et à quel moment ces hémorragies Ça peut arriver même in utero et on peut le voir également par la suite. Malheureusement, on est en train d'assister à plusieurs cas qui, sans explication évidente, se retrouvent des bébés qui font une hémorragie, même s'il ne s'agit pas de gros prématurés. Et pour la maman aussi, on a vu qu'il y avait des risques. Le risque, certes, est de mourir, on l'a dit, des conséquences de la prééclampsie, mais il y a des risques aussi qu'on peut associer à d'autres choses, une insuffisance cardiaque ou... Dites-moi un peu, professeur Hayen Marbi. Oui, donc la prééclampsie, ça touche le placenta, ça touche le fœtus, et aussi ça provoque une maladie chez la maman. Et en fait, c'est l'endothélien, tous les vaisseaux de la maman, tous les organes de la maman peuvent souffrir au cours de cette pathologie. Ils peuvent tous souffrir tous en même temps, ensemble. On a une maladie générale avec une atteinte multi-organique, comme on peut avoir une expression sur un seul organe, par exemple, des convulsions. Donc c'est juste surtout le cerveau qui va souffrir, les patientes vont convulser. Sinon, on peut avoir une atteinte hépatique et qui peut être isolée. C'est ce qu'on appelle le HELLP syndrome, c'est-à-dire que vous avez une cytolyse, c'est-à-dire vous avez donc des enzymes hépatiques qui apparaissent, une destruction des cellules hépatiques, un taux de plaquettes qui va chuter et aussi des globules rouges qui vont être détruits, ce qu'on appelle l'hémolyse. C'est le fameux HELLP syndrome. Qui peut être isolé ou associé. Avec deux L, parce que c'est pas pour aider là du tout, le HELP syndrome. Donc c'est des initiaux, donc en fait c'est une définition biologique. Donc ça peut être isolé ou associé à l'éclampsie, à des convulsions. Les reins peuvent souffrir aussi isolément ou bien dans le cadre de l'atteinte générale. Les poumons, le cœur, donc l'hémorragie cérébrale. Donc tout ça, donc tout ce cortège de signes cliniques donc, peut être associé ou bien isolé. Et c'est ce qui fait la gravité donc, de la maladie. Et c'est là où intervient le rôle en fait, de l'anesthésiste réanimateur un petit peu pour suppléer ses fonctions vitales, donc pour empêcher que cette défaillance d'organes s'aggrave. On va intervenir donc précocement et on va essayer de stopper ce problème. Aux femmes, comment tiens-tu encore debout? Debout depuis l'éternité des larmes, quand moi je suis presque à genoux. On revient sur ces risques pour la santé au niveau des complications possibles. On a parlé de souffrance fétale, de mort in utero depuis tout à l'heure. Pendant le travail aussi, il se passe quelque chose. Le bébé, il souffre, il se peut se passer des choses.
Alors, je reviens aux complications. Il y a globalement 2 types de complications, mais la part la plus importante revient à l'accès aigu, c'est-à-dire quand on a un pic hypertensif avec toutes les complications possibles. Il y a aussi un risque de souffrance fœtale aiguë dans le cadre d'un décollement placentaire. En fait, le placenta peut lui-même se décoller et entraîner une mort fœtale in utero au niveau des conséquences fétales, mais aussi en même temps des troubles de l'hémostase chez la mère. Donc en général, si on est là, on fait le diagnostic assez précocement et qu'on prend en charge rapidement la femme, on peut sauver le bébé et éviter sa mort. Par contre, si le diagnostic est fait tardivement, on perd aussi bien le bébé que la maman. Après, si on est dans le cadre d'une prééclampsie légère, dans laquelle on a fait le diagnostic, plus ou moins associé à un retard de croissance intra-utérin qui constitue une souffrance fœtale chronique, on sait que c'est un bébé qui souffre de façon chronique et à tout moment, il peut avoir une souffrance fœtale aiguë. Donc, c'est pas une pathologie dans laquelle on va s'attendre tranquillement à attendre la souffrance fœtale. Ça nous tombe dessus et classiquement, on parle de coups de tonnerre dans un ciel serein. Tout allait très bien et d'ailleurs, si vous posez la question ou s'il y a des auditeurs qui sont en train d'écouter, ils vont dire oui, la grossesse se passait très bien et 2-3 jours, on voyait que voilà, on avait des œdèmes, on commence à avoir des céphalées et parfois ça prend 24-48 heures et tout bascule. Donc d'où l'intérêt de sensibiliser les gens et de savoir qu'on peut aujourd'hui prévenir tout ça. Alors, dans les complications, tout à l'heure, le professeur Marbi nous parlait du fameux HELP syndrome, qui n'est pas du tout là pour aider, qui est une complication grave de la grossesse et qui constitue une menace vitale pour la maman comme pour l'enfant. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'éclampsie. Alors là, c'est pas la pré-éclampsie, c'est l'éclampsie. Donc là, c'est quoi? Alors, l'éclampsie, heureusement qu'on en voit de moins en moins. Donc c'est bonne nouvelle dans tout ça quand même. Malheureusement, oui. Si on est face à une éclampsie, c'est vraiment l'aboutissement d'une négligence, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le diagnostic. Une femme ne va pas se mettre à convulser comme ça. En général, si on arrive à ce stade, c'est qu'on a méconnu des chiffres tensionnels très élevés, une vasoconstriction, une souffrance cérébrale et que la femme va arriver en convulsant, elle perd connaissance. Mais c'est ça le problème, c'est que parfois, au centre de maternité de Tunis, vous recevez des femmes qui arrivent de l'intérieur du pays et qui n'ont jamais consulté, qui arrivent au 9e mois de grossesse et qui n'ont jamais vu un médecin. Oui, bon. Là, c'est juste la sage-femme éventuellement. Alors, juste pour dire que dans les régions, de toute façon, il y a des recommandations et des guidelines pour les sages-femmes qui sont dans les régions, même s'il n'y a pas de médecin. Et normalement, le diagnostic d'hypertension artérielle de prééclampsie, il est très facile à faire parce que je vous dis, c'est juste la prise de la tension artérielle. Après, si on se retrouve en face d'une patiente à risque, normalement, on lui fait passer un traitement dans les recommandations pour prévenir l'éclampsie. Donc, normalement, on devrait ne plus en voir. Mais on en voit de moins en moins. Je voulais juste rajouter le fait qu'on avait reçu quelques dames qui nous étaient adressées des services de neurologie parce qu'il y avait des convulsions, c'est-à-dire le premier lieu où on avait transféré ces dames-là, c'était un service de neurologie. Et donc là, je tiens à rappeler à nos médecins que devant toute symptomatologie neurologique, il faut avoir le réflexe de prendre l'attention, aussi bien chez les personnes, un homme ou une femme, et encore plus quand c'est une femme qui est enceinte, pour ne pas retarder la prise en charge. Parce que quand on le sait, elle est en train de convulser à cause d'une hypertension reliée à la grossesse, on sait ce qu'on fait, on sait le traitement qu'il faut administrer pour couper court à tout ce cercle vicieux. Donc je le rappelle, une dame qui convulse, prenez l'attention, surtout quand elle est enceinte. Ah oui. Vous vouliez rajouter quelque chose, professeur Hayan Magherbi? Je voulais en fait rebondir sur ces patientes qui viennent de l'intérieur du pays qui n'ont jamais consulté. En fait, depuis 30 ans, le ministère de la Santé a mis en place un programme, ce qu'on appelle le programme national de périnatalité, et qui fixe de manière précise le nombre de consultations et le moment de la consultation. Il suffit que les patients déjà respectent leur consultation, leur rendez-vous, etc. Bah oui, il y a les centres de soins de santé de base, ça, mais malheureusement, ils n'y vont pas toujours. Voilà, avant même de parler des biomarqueurs, de la haute technologie déjà sur le basique. Donc il y a cet effort, c'est vrai qu'il est fait, mais il y a des patients qui échappent donc, au système et que j'invite à rejoindre du moins le circuit de le réseau de santé pour au moins donc, diminuer l'incidence ou bien faire le diagnostic précocement de cette maladie. Bah oui. C'est ce qui fait votre désespoir, professeur Dallane Dachel. Il nous arrive de nous croiser et puis à chaque fois je vous sens comme ça furieuse, révoltée parce que voilà, il y a des cas qui arrivent et vous aurez tellement pu éviter d'en arriver là si elles avaient consulté à temps. Je sens à chaque fois à quel point vous prenez cela à cœur. Alors j'imagine que vous allez tout mettre en œuvre pour éviter ce bien sombre tableau qu'on vient de décrire là depuis tout à l'heure, toutes les complications et tout. C'est tout un travail d'équipe. Comment va se faire la prise en charge? Est-ce qu'on va hospitaliser une patiente qui se présente avec une hypertension
l'hypertension comme ça. Justement, aujourd'hui, une femme qui est enceinte, qui vient consulter en prénatal, on lui prend la tension systématiquement. Et si la tension est élevée avant 20 semaines d'aménorrhée, on se retrouve a priori dans le cadre d'une hypertension artérielle chronique méconnue. Par contre, si c'était une femme qui n'avait aucun problème, une tension normale et chez qui on découvre une tension au-delà de 20 semaines d'aménorrhée, il faut tout de suite suspecter un début de prééclampsie. Donc jusque-là, dès qu'on a une hypertension, il y a une indication à au moins surveiller de très très près cette femme, sinon de l'hospitaliser pour justement ne pas passer à côté des risques et des complications. Après, depuis l'avènement des biomarqueurs, je parle dans le monde, je sais qu'aujourd'hui, ça reste aujourd'hui, on est à l'échelle de recherche, mais très bientôt, j'espère que ça sera démocratisé et j'espère que la CNAM pourra faire entrer ces tests-là dans le dépistage et la prise en charge. On peut toujours espérer, oui. En tout cas, c'est notre rôle d'informer des droits. C'est un droit pour la femme enceinte, c'est ce que je pense, de savoir qu'il y a des tests comme ça qui existent. Et il y a des études qui ont même prouvé que l'introduction de ces tests-là permettait de réduire énormément de dépenses au niveau de la santé publique. Voilà, parce que hospitaliser juste pour prendre l'attention, faire des bilans et tout ça, et au final, on ne sait pas exactement c'est quoi le diagnostic, ça coûte de l'argent à la communauté. Après, si on introduit ces tests, juste pour vous dire l'intérêt de ces tests, aujourd'hui, si on a une suspicion clinique, c'est pas encore confirmé, on fait ce test. Selon la valeur qu'on va avoir, on sait si déjà c'est pas une hypertension chronique. Ça permet de faire le diagnostic différentiel si le taux est très très bas. Donc on est rassuré, on sait qu'on va pas devoir extraire le bébé, on sait qu'on n'aura pas besoin d'aller très loin pour la réanimation. Normalement, les choses vont bien se passer. On la laisse repartir avec un traitement et une surveillance hebdomadaire ou mensuelle à la maison. Si les tests sont très très élevés, ça prouve qu'on est déjà dans une physiopathologie de prééclampsie et on va la garder et on va s'entretenir avec nos collègues à l'échelle multidisciplinaire de néonatologie, de réanimation, selon le terme aussi de la grossesse, parce que parfois, quand c'est très très tôt, malheureusement, on peut interrompre une grossesse pour sauver la maman. Quand on est à un terme de viabilité, on essaie de gagner le maximum de temps. On donne des corticoïdes pour accélérer la maturation pulmonaire et pour aussi bien éviter les complications maternelles et sortir un nouveau-né dans les meilleures conditions possibles. À une période acceptable, on va dire, de son développement. Ce qui n'est pas toujours facile. Là, parce que les premiers signes de la maladie arrivent souvent avant le terme, et là, c'est pas évident. Quelle décision prendre? Essayer de faire baisser la pression artérielle au maximum afin de retarder l'accouchement, professeur Marbé? Oui, bon, il y a la prise en charge, disons, attentiste, ou ce qu'on appelait des expectatives armées. Et en fait, on va surveiller de manière rapprochée la patiente en soins intensifs ou dans un milieu équivalent, en mesurant donc régulièrement la tension. On va essayer, c'est vrai, de faire baisser la tension, mais après quelques expériences, on s'est rendu compte en fait que la prééclampsie, c'est pas uniquement la tension artérielle, c'est une maladie générale, et donc inéluctablement, on va aller vers la programmation de l'accouchement, de façon avec une tension élevée ou une tension stabilisée. On ne focalise plus sur la maîtrise de la tension artérielle parce qu'on sait que ça dépasse la tension, c'est juste un symptôme, la tension, c'est juste un chiffre. Professeur Semerkas, on surveille aussi le fœtus, j'imagine, à travers, je ne sais pas, l'évaluation de son activité cardiaque ou... Exactement, mais c'est plutôt une activité obstétricale. Ce qu'on va surveiller, c'est la croissance de cet enfant-là. Parfois, on est amené à faire sortir ce bébé-là parce qu'il y a ce qu'on appelle une stagnation ou une cassure de la courbe de croissance. Ça veut dire que le milieu intra-utérin n'est plus propice à son développement. C'est un enfant qui commence à souffrir. C'est l'équivalent d'une famine in utero. Donc, c'est un enfant qui est malnutri, il n'est pas très bien vascularisé. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on est amené à le faire sortir. Et à le mettre en couveuse. Là. Exactement. Je tiens quand même à rappeler que naître prématurément, c'est pas si simple que ça. Oui. C'est pas le simple fait de le mettre en incubateur qui va régler le problème de cet enfant-là. Si le bon Dieu nous a créé 9 mois, on est censé naître au bout de 9 mois et avoir 3 kilos de poids en moyenne, c'est qu'il y a une raison, et vraiment une raison très très valable. La couveuse ou le respirateur mécanique, il va pas remplacer ce que l'enfant aurait dû recevoir dans le ventre de sa maman. Voilà. Notre discussion au quotidien, c'est quand est-ce qu'il faut sortir cet enfant-là, et on est toujours en train de dire, tant qu'il y a encore assez de liquide amniotique là où le bébé il peut se baigner convenablement, tant qu'il continue à prendre un peu de poids dans le ventre de sa maman, il sera 1000 fois mieux là-bas que dehors, même s'il y a une technologie très très importante. Le fait de vivre dans le ventre de sa maman, ça permet de prévenir pas mal de complications qui sont liées à la prématurité et qui restent là malheureusement malgré une bonne technologie et une bonne technicité. Mon enfant,
petit. Notre discussion au quotidien, c'est quand est-ce qu'il faut faire sortir cet enfant-là. Parfois, les obstétriciens nous disent que les battements du cœur de cet enfant-là, ils ne sont pas bien. C'est ce qu'on appelle une souffrance aiguë. Il y a une décélération. Donc, cet enfant-là n'est plus capable de résister. Et donc là, on est en situation d'urgence, même si la maman va bien et que ses chiffres tensionnels sont bien contrôlés et qu'elle n'a pas de symptomatologie en rapport avec la prééclampsie. On est amené à faire sortir cet enfant pour une indication fœtale. Donc, la surveillance, comme l'a dit Sima Rabbi, c'est vraiment une expectative et une surveillance armée. Quand on dit armée, ça veut dire qu'on est amené à agir et de façon assez agressive à tout moment. Quand on dit agressif, ça veut dire extraire l'enfant pour soulager les deux, et la maman et le bébé. Et là, souvent, la seule façon justement de sauver la maman, c'est d'extraire le fœtus de son placenta, que le fœtus soit viable ou non. Et ça, les familles ne le comprennent pas toujours, c'est ça le problème. Et de plus en plus en Tunisie, j'ouvre peut-être une parenthèse là, voilà, il y a beaucoup d'agressions qui se passent vis-à-vis du personnel hospitalier. J'aimerais le dénoncer ici, parce que je le dis encore, les médecins qui sont là, qui travaillent non-stop, qui sont les meilleurs médecins que nous puissions avoir et qui sont reconnus à l'échelle mondiale, ils font le maximum, mais à l'impossible, il n'est tenu. Quand on va sortir un petit bébé qui n'est même pas un bébé, qui n'est pas viable en fait, les équipes vont faire le maximum pour essayer de le maintenir en vie, pour essayer qu'il se développe. Et bien entendu, des fois, la science est obligée de baisser les bras. Et là, les parents ne comprennent pas, et là, voilà, ça s'emballe, et c'est les agressions que l'on connaît. Donc j'aimerais saluer le travail que vous faites. Moi, j'ouvre une parenthèse là pour saluer le travail qui est fait au centre de maternité de Tunis, voici la Bourguiba, surtout dans votre service à vous, le service de néonatologie, professeur Samir Qassem, au centre de maternité, où il y a beaucoup comme ça de prématurés qui sont en couveuse, qui sont... Certains sont non viables, mais pourtant vous essayez de les sauver. Alors est-ce que dès le départ il faudrait dire aux parents « Oh, ça vaut même pas la peine d'essayer parce que de toute façon je vais pas arriver à le sauver » et là on vous accusera de non-assistance à personne en danger et ainsi de suite, ou bien vous tentez l'impossible et parfois malheureusement ça échoue et après on vous retombe dessus. Je pense que c'est très dur comme situation. Vous faites l'impossible et on le sait et c'est pas évident de choisir comment faire. Est-ce qu'on tente le coup? Est-ce que non? Est-ce qu'il y aura des séquelles par la suite? Parce que des séquelles il peut y en avoir par la suite, professeur Hayen Magherbi. Quand l'enfant n'a pas fini d'être formé, qu'on l'extrait du ventre de la maman. Ben oui, bon. Professeur Samir Qassem pourra en parler mieux que moi, mais on sait que parce que vous êtes à ses côtés pour tenter le maximum pour animer le bébé. Peuvent souffrir de séquelles irréversibles aussi, donc que ce soit sur le plan neurologique, sur le plan comportemental, même après psychologique, etc. Et les mamans aussi peuvent souffrir, peuvent aussi garder des séquelles. Hein. Tout à fait, on peut avoir des séquelles aussi bien néonatales. Je reviens à ce que tu disais, Donia. Donc moi aussi, je félicite tout le travail qui est fait dans le service de néonatologie de Tunis avec Dr Qassem. En effet, c'est pas facile tous les jours et c'est pour ça, en fait, les auditeurs vont comprendre ce que tu disais dès le départ. Moi, quand je vois qu'on a des conséquences aussi graves qui sont éventuellement prévisibles et qu'on peut prévenir, aujourd'hui, l'idéal, c'est de faire ça. Nous sommes dans un pays à faibles ressources. Et donc, si on est déjà devant un diagnostic qu'on n'a plus le choix, on doit extraire, c'est vrai qu'on essaye d'encadrer les familles. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de communication. On parle, on explique que c'est pas sûr que l'enfant vive. Malheureusement, parfois, il y a des situations difficiles aussi. Après, c'est toute une prise en charge complète psychologique qui est là. Mais je reviens donc pour dire que les séquelles sont possibles aussi. Moi, je me souviens d'une femme qu'on a eue qui était prééclamptique et qui a perdu la vue à la suite de tout ça. Parce que tout ce qui touche les vaisseaux, en fait, c'est une vasoconstriction qui touche tout le corps, peut avoir des séquelles aussi bien maternelles que fétales. Oui. Donc l'idéal, c'est de prévenir. Vous nous aviez dit tout à l'heure, professeur Hayen Magherbi, que des complications pouvaient apparaître après l'accouchement. On a parlé d'éclampsie, vous nous avez parlé de ce fameux syndrome HELP. Il y a donc un suivi particulier qui est nécessaire même après la naissance. Oui, absolument. Donc une fois qu'elles ont accouché et même après avoir quitté l'hôpital, c'est des patientes généralement qui sont confiées à nos confrères néphrologues, de temps en temps cardiologues, pour essayer de creuser un peu plus donc pour leur suivi, et parce que des fois il y a des séquelles qui vont rester là, comme une insuffisance rénale par exemple, et c'est le travail des néphrologues de continuer à suivre ces patientes. Il y a certaines patientes qui peuvent aller jusqu'à même l'hémodialyse, donc continue, chronique. La tension artérielle aussi peut ne pas baisser, doit être surveillée, des fois elle ne baisse pas après quelques mois. Et il peut s'installer une hypertension artérielle chronique. Et tout ça nécessite un suivi, donc, et une régulation et une collaboration avec les autres spécialités concernées.
Les neurologues aussi peuvent être aussi associés parce que suite à ce pic hypertensif, il peut y avoir des hémorragies cérébrales, des accidents vasculaires cérébraux. Donc les patients peuvent garder des séquelles, des hémiplégies, etc. D'accord. Donc, voilà. Alors prévenons tout cela, on peut prévenir tout cela, professeur Adalan Dachel, avec ces fameux tests de dépistage dont vous nous parliez. En dehors des tests de dépistage, jusque-là, une femme chez qui on avait diagnostiqué et pris en charge une prééclampsie était sujette à être systématiquement mise sous aspirine pour la grossesse d'après. Classiquement, c'est ça ce qu'on va retrouver dans les livres de gynécologie obstétrique, parce qu'on sait que de l'aspirine ? Ce sont des anti-agrégants plaquettaires qui vont améliorer la circulation sanguine chez la femme et éventuellement mais justement, s'il y a prévenir. des hémorragies, on ne va pas en plus donner de l'aspirine, ça va encore... Je parle d'une nouvelle grossesse. D'accord. Mais Okay. effectivement, tu as raison, parce que les études ont prouvé que si on mettait toutes ces femmes-là sous aspirine, il y en a qui allaient avoir des complications liées à la prise d'aspirine, des hémorragies gastriques, tout ça. Ça, c'est ce qu'on faisait avant, donc. Aujourd'hui, c'est ça aussi l'intérêt de ces tests-là, c'est que ce test va dépister vraiment les patientes à risque. Donc si on donne l'aspirine à des doses aujourd'hui bien identifiées, au minimum entre 100 mg et allant jusqu'à 150 mg, en une dose, le soir, pour celles qui sont positives au test, avant 15 semaines d'aménorrhée aussi, parce que parfois on va faire un peu de tout, mais ça sert à rien de le donner au-delà de 15 semaines d'aménorrhée, on prévient jusqu'à 80% des complications précoces de la prééclampsie. Et surtout, comme je viens de le dire, ça ne concerne pas que les femmes qui ont eu des antécédents de prééclampsie. Donc aujourd'hui, ça devient un test valable pour tout le monde, pour savoir si on est à un risque ou pas. Et parallèlement, la surveillance des femmes enceintes, avec tout ce qui est prise de tension, recherche d'une protéinurie, et puis la surveillance du poids, on n'en a pas parlé. Tout à fait. Alors, juste un mot aussi pour dire qu'en dehors de la prévention, si les femmes ont d'autres facteurs de risque, elles ont eu des complications, par exemple des fausses couches répétées, des morts fœtales in utero, une prééclampsie, un hématome rétroplacentaire, idéalement, il faut faire des tests immunologiques pour vérifier si on n'a pas un syndrome des anticorps antiphospholipides, même si c'est rare, mais si c'est positif, en dehors de l'aspirine, il faudra rajouter de l'héparine à bas poids moléculaire. À part ça, de toute façon, il faut assurer un bon suivi prénatal. Il faut aller consulter. Il faut faire régulièrement, 3e mois, 4e mois, prendre la tension artérielle, prendre la protéinurie, vérifier si on sent qu'on n'est pas très normal, on a pris du poids, il y a des œdèmes, on prend la tension. Il faut rien banaliser. Même si une grossesse, comme on l'a dit, c'est physiologique, mais on peut être dans des situations à haut risque. Et plus tôt on découvre et on dépiste, et mieux sera la prise en charge et les conséquences. Je reviens sur ces tests de dépistage qui sont disponibles aujourd'hui dans plusieurs laboratoires du territoire tunisien et accessibles dans le cadre de la recherche au centre de maternité de Tunis. Et donc, on a des biomarqueurs du 2e et 3e trimestre, vous m'avez dit en début d'émission. Et puis la révolution scientifique, c'est qu'on peut proposer un test dès le 1er trimestre. Oui. C'est ce que vous me disiez. Tout à fait. Donc là, on était en train de parler de la prévention. Ce sont les tests du 1er trimestre qu'on peut faire au 3e mois, en général vers 12 semaines d'aménorrhée, en même temps que le dépistage de la trisomie 21. Et là, c'est un test à proposer à toute femme enceinte, qu'elle ait eu ou pas d'antécédents, même si c'est sa première grossesse. Comme je le dis, ça permet de dépister au moins 50% des femmes qui vont développer une prééclampsie même si elles n'ont rien. C'est des œuvres comme des voyants, quoi. C'est-à-dire on est à peine au 3e mois et vous pouvez deviner que la patiente... C'est ça ce que je trouve honnêtement magnifique, c'est une révolution. D'accord. Et quand on a accès à ces tests-là, on va sauver des vies, 2 vies humaines. Là, c'est pour le 1er trimestre. Pour les tests du 2e, 3e trimestre, ce sont des tests qui vont nous aider à la prise de décision. On est face à une femme enceinte qui commence à présenter quelques signes de prééclampsie, une tension un peu élevée, des petits œdèmes. Et la question qui se posera sera essentielle, surtout si on est en termes de prématurité, si c'est un bébé qui est encore au début du 7e mois ou avant, est-ce qu'on peut attendre ou pas? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le ratio SFLT1-PSGF. Et donc, c'est le sujet de notre étude. Donc, c'est un test sanguin qui va nous permettre de savoir est-ce qu'on peut attendre un mois? Est-ce qu'elle va se compliquer dans un mois? Ou est-ce qu'elle va se compliquer dans les 48 heures? Ou dans une semaine? Et donc, c'est un voyant, ça nous permet d'avoir une vision pour pouvoir discuter avec les néonates, pour se préparer, pour informer le couple, pour voir le pronostic de cette grossesse. Ça va nous éviter d'arriver à la complication et au décès, aussi bien maternel que néonatal. Donc c'est magnifique.
Professeur Semia Qassem, quelles seraient vos recommandations à l'intention de nos auditeurs? Mes recommandations sont tout à fait simples et je rejoins ce que a dit tout à l'heure professeur Hayen Marbi. Dr Chelle nous a parlé tout à l'heure des avancées scientifiques et c'est très beau de parler de ces avancées, de parler de ce que ces outils-là permettraient à nos patientes, à nos femmes enceintes. Mais je tiens quand même à rappeler qu'il y a des choses de base qu'on est en train de perdre actuellement et qui font partie du suivi régulier de la grossesse. Malheureusement, on est en train d'assister à des grossesses qui sont de plus en plus mal suivies. Le fait d'aller chez un médecin de libre pratique ou d'aller visiter le PMI une fois durant sa grossesse, ça ne veut rien dire. Le fait d'avoir fait une échographie durant la grossesse, ça ne veut rien dire. La grossesse devrait être bien suivie et heureusement, on a un programme national qui a été élaboré depuis plusieurs dizaines d'années grâce à nos maîtres et à nos aînés. Et malheureusement, on est en train d'assister actuellement au fait que ce programme-là est de plus en plus délaissé. Je pense qu'il faut revenir impérativement à un suivi régulier de nos grossesses et assurer et appliquer ce qui a été recommandé dans le programme national. Le suivi, les sérologies, les échographies qu'on devrait faire et quand on aura la possibilité d'avoir les moyens, les tests vont nous aider et vont nous apporter un plus. Et certainement un plus. Donc, revenir à la base, suivre très très bien sa grossesse et avoir dans un monde merveilleux la possibilité de faire ces tests de dépistage, Inch'Allah. Bien entendu, parce que dans les pays développés, il y a beaucoup de ces pathologies qui ont complètement disparu, professeur Dalen Dachali. Oui, tout à fait. Justement, moi je pense qu'en Tunisie, on a quand même la chance d'être un des rares pays d'Afrique où la médecine est assez aussi évoluée, que ce travail-là, c'est pas par hasard qu'on ait réussi à convaincre le laboratoire de le mettre en place, de faire cette étude, parce qu'on a cette richesse de pathologie et cette sensibilité au niveau du dépistage des anomalies. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je rejoins Dr Qassem, il faut absolument qu'on suive bien sa grossesse. Il ne faut rien banaliser. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce sont des pathologies qui peuvent survenir du jour au lendemain et je suis sûre que parmi les auditeurs, il y a des gens qui ont vécu ça. Ça peut être très très grave. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir prévenir, on a la chance de pouvoir dépister à temps. Donc, en étant enceinte, il faut aller consulter à chaque mois de grossesse, il faut faire les tests à faire et dès qu'il y a une anomalie ou quelque chose ou des œdèmes, surtout si on a des maux de tête, il faut savoir qu'on est enceinte. On ne va pas prendre des cachets juste parce qu'on a mal à la tête. Attention, ça peut être un pic tensionnel. Donc, c'est pas pour inquiéter, mais prévenir mieux vaut que guérir. Donc, si on a mal à la tête en étant enceinte, il faut aller prendre sa tension. Et si la tension arrive à 14 ou 9, il ne faut pas banaliser et dire non, c'est rien, j'étais inquiète, je ne me suis pas reposée. On reprend la tension et si c'est confirmé, il faut aller consulter et à la limite être hospitalisé et faire les tests nécessaires. Donc j'espère que tout le monde ira bien, mais c'est une réalité dont il faut prendre conscience aussi. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. Des gestes à éviter en matière de santé. Et nous en arrivons à notre fais pas ci, fais pas ça en tour de table. J'ai pour habitude de demander à nos invités de tirer la sonnette d'alarme sur des habitudes à proscrire en matière de santé. Donc je vais demander à chacun d'entre vous à tour de rôle de dénoncer un mauvais geste ou une attitude qui peut entraîner des conséquences graves pour la santé. Je vais commencer avec vous, professeur Hayen Marbi. Moi, je voulais aborder un sujet autre que la pré-éclampsie. Oui. On est donc en plein hiver, en pleine phase épidémique en fait de la grippe A qui revient en force et je voulais insister un petit peu sur la grippe H1N1. On focalise tous actuellement sur le coronavirus, mais il y a le H1N1 qui est aussi virulent et qui peut faire mal à la femme enceinte puisqu'elle est particulièrement exposée donc à cette pathologie. Puisque, entre guillemets, les immunodéprimés, on a dans le service quelques cas sévères. Heureusement, donc les choses se passent bien. Mais moi, je voulais conseiller aux femmes enceintes, dès qu'elles ont la grippe, elles ont le rhume, il faut qu'elles aillent consulter parce qu'on peut donner un traitement antiviral, donc c'est le Tamiflu, pendant quelques jours et ça peut leur permettre donc d'éviter d'avoir une forme grave de cette grippe. Et aussi, il faut qu'elles s'éloignent un petit peu des enfants, il faut s'isoler un petit peu quand on a la grippe et il ne faut pas contaminer les autres. Fais pas ci, fais pas ça. Professeur Semia Qassem, votre fais pas ci, fais pas ça. Je vais rester dans la même thématique que Dr Hayen El-Marbi, c'est-à-dire dire à nos chers auditeurs, s'il vous plaît, si vous êtes enrhumé, c'est pas la peine d'aller faire vos visites de courtoisie pour toutes les femmes qui viennent d'accoucher, de voir et de faire des bisous à ces enfants-là. Ils sont très fragiles. Il
faut pas les contaminer. Ça, c'est un premier conseil. Et le deuxième conseil, s'il vous plaît aussi, ne ramenez pas les enfants dans les milieux hospitaliers. On galère vraiment à faire inculquer cette attitude, culture à nos visiteurs et parfois ça nous ramène à se disputer avec eux en leur disant que les enfants n'ont pas besoin d'aller dans les milieux hospitaliers, peuvent eux-mêmes être malades et ramener le virus. Et le milieu hospitalier, c'est pas un milieu propice pour les enfants. Donc s'il vous plaît, gardez vos enfants à domicile. Ils sont pas faits pour aller dans les milieux hospitaliers s'ils sont pas malades. Fais pas ci, fais pas ça. Professeur Dallane Dachelli, votre fais pas ci, fais pas ça. Oui, moi je reste sur le thème de la prééclampsie. Il y a une attitude à proscrire, c'est le fait de manger sans sel. Malheureusement, certaines femmes enceintes, quand elles découvrent qu'elles ont une tension qui est un peu limite, elles font des 14 de temps en temps, ou elles voient qu'il y a des œdèmes, elles se disent, voilà, je vais manger sans sel ou demi-sel pour réduire le risque et améliorer ma tension. Eh ben, tout ça, c'est faux et c'est à proscrire parce que le fait de manger sans sel chez une femme enceinte, c'est très risqué pour son fœtus. Donc, si on découvre une hypertension artérielle, il faut aller consulter un spécialiste et c'est à lui de régler le problème, de poser le diagnostic d'hypertension artérielle chronique ou d'une prééclampsie et de prendre en charge convenablement. Santé pour tous. Nous en arrivons au terme de cette émission. Elle sera rediffusée mardi matin à 10h et je vous rappelle que vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur notre page officielle. Merci donc à nos invités, le professeur Dallane Dachelli, professeur en gynécologie obstétrique, chef du service D au centre de maternité Wassila Bourguiba de Tunis, chef du laboratoire de recherche sur les troubles du développement embryo-fœtal et placentaire au centre de maternité de Tunis, le professeur Samia Qassem, chef du service de néonatologie au centre de maternité Wassila Bourguiba de Tunis, et le professeur Hayen Maharbi, chef du service de réanimation et membre du laboratoire de recherche sur les troubles du développement embryo-fœtal et placentaire au centre de maternité Wassila Bourguiba de Tunis. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Wafé Bouzaïda qui a assuré la prise de son. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouveau numéro de votre magazine médical. Et d'ici là, bonne santé à tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté Par Denis Echeouch.